telles que les vignes et les herbes, où une plante mère produit des ramifications qui s'étendent toujours plus loin du noyau. Lorsqu'une telle pousse, une fois qu'elle a produit ses propres racines, se sépare de la plante mère, elle survit de manière indépendante et définit une nouvelle plante. Ainsi, la croissance de la société ressemble davantage à celle des plantes qu'à celle des animaux supérieurs que nous connaissons le mieux. Il n'y a pas de séparation a priori claire entre le parent et la progéniture. Comme nous le verrons plus loin, dans le monde globalisé actuel, la séparation géographique ne suffit plus à créer l'indépendance. Pourtant, nous pourrons toujours imaginer une société mondiale engendrant une progéniture sous la forme de colonies sur d'autres planètes. Une société, comme tous les systèmes autopoïétiques, est un système ouvert. Elle a besoin d'une entrée de matière et d'énergie, ressources, pour construire ses composants, et elle produira une sortie de matière et d'énergie sous forme de déchets et de chaleur. Bien qu'il soit thermodynamiquement ouvert, un système autopoïétique est fermé sur le plan organisationnel. Son organisation est déterminée de manière purement interne. L'environnement ne dit pas au système comment il doit s'organiser, il ne fait que lui fournir la matière première. Le système autopoïétique contient ses propres connaissances sur la manière d'organiser son réseau de processus de production. La fermeture signifie que chaque composant du système est produit par un ou plusieurs autres composants du même système. Aucun composant ou sous-système de composants n'est produit de manière autonome. S'il l'était, le sous-système constituerait lui-même un système autopoïétique indépendant, au lieu d'être un simple composant du système global. Cette exigence de fermeture est peut-être ce qui rend l'application de l'autopoïèse aux systèmes sociaux si controversée. La fermeture distingue ce qui est à l'intérieur, une partie du système, de ce qui est à l'extérieur, une partie de l'environnement. La définition originale de l'autopoïèse de Maturana et Varela, 1980, ajoute à cela qu'un système autopoïétique doit produire sa propre frontière, c'est-à-dire une séparation spatiale ou topologique entre le système et l'environnement. Contrairement aux organismes biologiques, la plupart des systèmes sociaux n'ont pas de frontières spatiales claires. De plus, pour la plupart des systèmes sociaux, l'exigence de fermeture n'est que partiellement remplie. Par exemple, un pays peut produire la plupart de ses composants essentiels en interne, mais il importera toujours certains composants organisés, personnes, artefacts, ou des connaissances de l'extérieur. Cela signifie que toute frontière que nous pourrions tracer autour d'un système social sera poreuse ou floue. La seule façon de satisfaire à l'exigence de fermeture organisationnelle est de considérer la société mondiale dans son ensemble comme un système autopoïétique. Aucun de ces sous-systèmes, qu'il s'agisse de pays, de sociétés, d'institutions, de communautés ou de familles, n'est proprement autopoïétique. Ils dépendent tous, dans une certaine mesure, d'une organisation extérieure pour leur maintien. Cette observation peut expliquer pourquoi différents auteurs sont en désaccord sur la question de savoir si les systèmes sociaux peuvent être autopoïétiques. Bien que Maturana et Varela, les initiateurs du concept d'autopoïèse, le limitent aux organismes biologiques, plusieurs autres, par exemple Luhmann, 1995, Robb, 1989, Zeleny et Uford, 1991, voire Minger, 1994, pour une revue, ont suggéré que les systèmes sociaux peuvent être autopoïétiques, tout en ne s'accordant pas sur les systèmes exacts qui présentent une autopoïèse. Il me semble que la controverse peut être résolue en considérant uniquement la société globale, le supersystème qui englobe tous les autres systèmes sociaux, comme intrinsèquement autopoïétique. Le problème de la frontière peut être résolu en assouplissant l'exigence selon laquelle un système autopoïétique doit produire une frontière physique dans l'espace, comme la membrane enveloppant les cellules. Bien que les pays, les villes ou les entreprises produisent parfois des frontières physiques, comme des murs ou un rideau de fer, la société planétaire n'a pas besoin d'une telle frontière. En effet, la Terre sur laquelle nous vivons offre sa propre frontière, constituée de l'atmosphère qui protège l'organisme social des rayons cosmiques et de l'impact des météorites, et de la lithosphère, qui le protège de la chaleur et du magma à l'intérieur de la planète. Si un organisme, tel qu'un Bernard l'ermite, utilise une enveloppe ou une coquille facilement disponible pour se protéger, plutôt que d'investir des efforts dans la production de sa propre enveloppe, nous pouvons difficilement lui reprocher de ne pas être suffisamment autopoïétique. Si nous prenons le concept de frontière dans un sens moins littéral et non purement physique, alors la société sépare clairement ses composants internes de l'environnement. Le mécanisme qu'un organisme utilise pour distinguer et séparer les éléments internes des éléments externes est le système immunitaire. Le système immunitaire est programmé pour reconnaître et expulser tout matériel étranger, tous les intrus qui n'obéissent pas aux règles du jeu. Ces intrus peuvent en fait inclure des composants produits en interne, comme les cellules cancéreuses,
qui, pour une raison ou une autre, ont cessé d'obéir aux lois qui régissent l'organisation. La société possède également un système immunitaire qui tente de contrôler les envahisseurs externes, par exemple, les animaux sauvages, les maladies infectieuses, les ouragans, les ennemis étrangers, et les renégats internes, par exemple, les criminels, les terroristes, les virus informatiques. Les composantes de base du système immunitaire d'une société sont la police, la justice et l'armée. La plus grande force et la plus grande faiblesse du concept d'autopoïèse est son caractère tout ou rien. Un système est soit fermé sur le plan organisationnel, soit il ne l'est pas, il est soit vivant, soit mort. Dans la pratique, la distinction entre une organisation produite de l'intérieur et de l'extérieur n'est pas toujours aussi nette. Les organismes n'ont pas seulement besoin de matière brute et d'énergie comme intrants, ces ressources doivent présenter une certaine forme d'organisation. Par exemple, un animal, contrairement à une plante, ne peut pas produire ses composants à partir d'air, d'eau et de minéraux. Les ressources dont un animal a besoin doivent déjà avoir subi un certain degré d'organisation en molécules organiques complexes, comme les lipides, les glucides, les protéines et les vitamines. De même, la société dépend dans une certaine mesure de l'organisation du monde extérieur. Par exemple, notre société actuelle dépend des arbres pour les meubles et le bois de chauffage, et des combustibles fossiles produits par des plantes il y a des millions d'années pour l'énergie. Cette observation suggère que nous distinguions des degrés d'autopoïèse. Un système sera plus autopoïétique s'il produit une plus grande partie de son organisation en interne, et devient ainsi moins dépendant de son environnement. Comme nous le verrons plus loin, l'évolution de la société conduira généralement à une plus grande autonomie et à une plus grande capacité à produire une organisation interne avec un minimum d'apport extérieur. Pour comprendre comment la société parvient à l'autopoïèse, nous devons examiner plus en détail comment le réseau des processus de production peut produire une organisation stable, en dépit d'un apport variable de ressources et de diverses perturbations de l'environnement. Ce mécanisme peut être décomposé fonctionnellement en différentes tâches à accomplir par différents sous-systèmes. La décomposition la plus importante est celle qui distingue le métabolisme, responsable du traitement de la matière et de l'énergie, et le système nerveux, responsable du traitement de l'information. Le but de ces deux sous-systèmes est de maintenir une identité stable en compensant ou en tamponnant l'effet des perturbations. Nous allons maintenant examiner plus en détail les différents composants de chacun des sous-systèmes, ainsi que la manière dont ils sont reliés. Métabolisme, transformation de la matière-énergie. Les organismes sont des systèmes dissipatifs, Nicoli et Prigogine, 1977, en raison de la deuxième loi de la thermodynamique. Ils doivent exporter de l'entropie ou de la chaleur afin de maintenir un état d'équilibre dynamique. Cela signifie que la matière et / ou l'énergie doivent entrer dans le système sous une forme à faible entropie, entrer dans la figure 1, et quitter le système sous une forme à forte entropie, sortie haut dans la figure 1, après avoir subi un certain nombre de conversions. L'entropie qui est dissipée ou gaspillée par le système est nécessaire pour maintenir le cycle des processus de production qui maintiennent son organisation. Bien que les théoriciens de l'autopoïèse se concentrent sur le cycle interne fermé des processus à l'intérieur d'un organisme, le fait que ce cycle ait une entrée et une sortie nous permet d'effectuer une décomposition plus ou moins linéaire, qui suit la matière de manière séquentielle depuis le moment où elle entre dans le système, en passant par le traitement qu'elle subit, jusqu'au moment où elle en sort. Le théoricien des systèmes James Green, 1978, a proposé un schéma de décomposition détaillé qui peut être utilisé pour analyser tout système vivant, de la cellule à la société. Il faut souligner que cette décomposition est fonctionnelle, mais pas en général structurelle. Cela signifie que les sous-systèmes fonctionnels que nous allons distinguer ne correspondent pas nécessairement à des composants physiques distincts. Une même fonction peut être assurée par plusieurs composants physiques ou structurels, tandis qu'un même composant peut participer à plusieurs fonctions. Bien que les organismes complexes tentent à évoluer vers des organes, c'est-à-dire des composants structurels localisés, spécialisés dans une ou quelques fonctions, par exemple le cœur pour pomper le sang, d'autres fonctions restent distribuées dans l'organisme, par exemple le système immunitaire. Comme cette décomposition ne tient pas compte de l'autopoïèse ou de la fermeture organisationnelle, Millet applique son modèle de système vivant également à des systèmes, tels que des organes ou des communautés, qui sont ouverts sur le plan organisationnel et que je ne classerai donc pas comme des organismes. Il me semble que pour modéliser pleinement des systèmes semblables à des organismes, nous devons intégrer la fermeture organisationnelle avec son accent sur les cycles et l'ouverture thermodynamique avec son accent sur le traitement des entrées-sorties, Confé et Ligen, 1990. Dans ce qui suit,
j'aborderai les principaux sous-systèmes fonctionnels d'un organisme, en utilisant des exemples tirés du corps animal et de la société. Pour les exemples sociétaux, je me concentrerai sur les artefacts, afin de ne pas répéter les fonctions corporelles que les composants humains de la société partagent avec d'autres organismes biologiques. Tableau 1, sous-système fonctionnel du métabolisme, traitement de la matière-énergie, chez les animaux et dans les sociétés. Fonction corps société: un gestionnaire: manger, boire, inhaler, exploitation minière, récolte, pompage, convertisseur, système digestif, poumon, raffinerie, usine de transformation, distributeur, système circulatoire, les réseaux de transport, producteurs, cellules souches, usines, constructeurs, extrudeuses, excrétion d'urine, défécation, expiration, égout, élimination des déchets, cheminée, stockage, graisse, hausse, entrepôt, conteneurs, soutien, squelette, les bâtiments, les ponts, moteurs, muscles, moteurs, personnes, animaux. La première fonction du modèle de Millet est l'ingestion, le sous-système responsable de l'apport de matière et d'énergie de l'environnement dans le système. Dans la figure 1, par exemple, les composants A et B, qui reçoivent directement les entrées de l'environnement, participent à la fonction d'ingestion. Chez les animaux, ce rôle est généralement joué par la bouche et le nez, pour avaler la nourriture et inhaler l'air. Dans la société, l'ingestion n'est pas aussi clairement localisée. Son rôle est joué par divers systèmes tels que les mines et les carrières, qui extraient les minerais du sol, les puits d'eau et les installations de pompage du pétrole. L'étape de traitement suivante a lieu dans le convertisseur, qui transforme l'entrée brute en ressources utilisables par le système. Par exemple, dans la figure 1, dans la mesure où A et B n'ont pas déjà transformé les intrants qu'ils ont reçus de l'environnement, nous pourrions situer la fonction de convertisseur dans des composants tels que G qui reçoivent leur intrant de A ou B. Dans le corps, cette fonction est assurée par le système digestif, qui réduit les divers morceaux de nourriture en sucre simple, acides gras et acides aminés, et par les poumons qui veillent à ce que la fraction d'oxygène de l'air inhalé soit dissoute dans le sang, où elle est absorbée par l'hémoglobine des globules rouges. Dans la société, la fonction de convertisseur est assurée par différentes raffineries et usines de traitement, qui purifient l'eau, le pétrole et les minerais. Une étape de traitement généralement ultérieure est le transport vers les lieux où les ressources sont nécessaires. C'est la responsabilité du distributeur. Dans un réseau autopoïétique tel que celui de la figure 1, on peut dire que tous les composants dont la sortie est similaire à leur entrée, mais livrés à un endroit différent, participent à la fonction de distribution. Chez les animaux, la fonction de distribution est assurée par le système circulatoire, le cœur et les vaisseaux sanguins. Dans la société, c'est le rôle du système de transport, pipeline, navire, chemin de fer, avion, route. Les ressources qui sont arrivées à destination sont ensuite transformées afin de produire des composants pour l'organisme. Chez les animaux, cette fonction de producteur est assurée par les cellules souches et les glandes qui produisent soit d'autres cellules, soit des substances chimiques spécifiques, comme les enzymes et les hormones. Dans la société, cette fonction est assurée par différentes usines et fabriques, qui produisent des biens spécialisés. Ces produits peuvent à nouveau être transportés par le distributeur jusqu'à l'endroit où ils sont nécessaires. L'une des destinations de nombreux produits est le stockage. Étant donné que l'offre de ressources provenant de l'environnement est variable et que la production interne ne peut pas toujours être ajustée aux besoins actuels, il est nécessaire de disposer d'une réserve de ressources et de produits, qui permettra d'amortir les fluctuations. Dans un réseau autopoïétique, les composants dont la sortie est similaire à leur entrée, mais livrés à un moment ultérieur, peuvent être considérés comme contribuant à la fonction de stockage. Dans le corps, différents organes peuvent remplir la fonction de stockage pour différents produits. La réserve la plus générale est celle des graisses, qui peuvent être utilisées comme source d'énergie à tout moment. Dans la société, les produits sont stockés dans des entrepôts, des silos et des conteneurs. Une autre destination importante des produits est la fonction de soutien, qui soutient, protège et sépare physiquement les différentes parties de l'organisme. Dans le corps, cette fonction est assurée par le squelette. Dans la société dans son ensemble, qui n'a pas de structure physique claire, la fonction de soutien n'est pas vraiment nécessaire, mais elle est assurée localement par des structures telles que les bâtiments, les ponts et les murs. Une autre destination est le moteur, le sous-système qui utilise l'énergie pour générer le mouvement de l'organisme. Dans le corps, la fonction motrice est assurée par les muscles. Dans la société par différents moteurs et machines. Les produits sont généralement transformés et recyclés en d'autres produits. Par exemple, lorsqu'une cellule meurt, les lipides qui forment ces membranes seront réutilisés par l'organisme pour construire d'autres membranes, ou stockés dans des réserves de graisse. Dans la société, l'acier des voitures mis au rebut sera retraité pour construire des boîtes de conserve,
des barres d'acier ou de nouvelles voitures. En raison de la deuxième loi de la thermodynamique, les processus